rentré. Ouais. Il est très très bien tourné. Et j'espère que celui-là, voilà, il intégrera aussi la Cinémathèque. Je crois que de toute façon, on a déjà des pré-demandes. Hein, Je crois, oui. voilà. Ouais. Et peut-être une nouvelle là dans la salle, je crois. Hein, quelqu'un qui vient là en Oui, je éclaireur. crois Donc, moi, en voyant ce film, je me suis dit, tiens, j'ai envie de proposer une carte blanche à Rinat autour du, pas seulement du cinéma italien, vous allez voir pourquoi, mais autour de l'image de la diva, de l'actrice italienne. Et je t'avais demandé conseil. Et bon, tu m'avais donné plusieurs titres, mais il y a un titre qui te tenait à cœur, c'est La Ciociara avec Sophia Loren. Ouais, j'hésitais entre deux de Sophia Loren. Il y a Ouais. La Ciociara, que j'aime beaucoup, et puis il y avait aussi L'Orchidée Noire, qui était un film de sa période américaine, de Martin Ritt. Mais La Ciociara, ce qui est bien, c'est qu'il est ressorti en copie restaurée. Voilà, c'est pour ça aussi. Donc Que, du c'est coup, très le bien de choix, la voir dans une copie ouais, parfaite. ouais. Et Et pourquoi par rapport pourquoi Béatrice et pourquoi cette influence, enfin on le sait par ton parcours, l'influence de l'Italie est très très présente, mais là sur ce film très particulier, on n'en dira pas beaucoup, simplement moi je pense à l'Orchidée Noire, peut-être aussi un mélodrame, dans le style mélodrame, romantisme, voilà, quelque chose d'extrêmement différent hein, de ce qu'on a vu avec Les Exilés. Mais comme disait André, tant mieux, parce que voilà, encore quelque chose, encore une découverte. Si tu veux nous en dire un petit peu plus. oui, je vais juste vous dire deux mots avant le film. Simplement, j'avais fait Les Exilés il y a 2 ans et demi maintenant. Et donc c'était un film qui avait un rapport vraiment à mon insularité, un rapport à la Corse par rapport à son histoire. Et puis là, j'avais envie de parler de mon autre passion, en dehors de la Corse, qui est le cinéma. Et j'avais envie de faire ce film, avant de passer au long métrage, vraiment de me lancer dans quelque chose vraiment de plus contemporain, de plus moderne. Je voulais faire un film vraiment sur mon rapport à la cinéphilie. J'y tenais vraiment. Et donc, voilà, j'ai écrit Béatrice, et c'est un film qui brasse un peu comme ça tout le cinéma qui m'a bercé enfant, donc le cinéma italien, mais aussi le cinéma américain. C'est vraiment le cinéma qui m'a donné envie de faire du cinéma. Donc j'avais envie de faire un film là-dessus, une sorte d'hommage, mais en même temps avec une vraie histoire et une réflexion à la fois esthétique et narrative là-dessus. Et donc voilà, ça a donné ce film, vous allez voir, qui est assez particulier et j'espère qu'il vous plaira. Voilà, en tout cas, c'est un film, j'espère, qui parlera surtout à l'enfant cinéphile qui, je crois, est en chacun d'entre nous. Voilà. En tout cas, c'est le but, espéré. Voilà. Alors, bon film à tous. On peut en discuter un petit peu après. Bien sûr, je suis là pour ça. Et puis Voilà. ce soir, après, je ferai une petite présentation de La Ciociara pour ceux qui peuvent ou veulent revenir à 21h. Voilà. Bon film à tous. Merci. Aussi, hein. C'est extrêmement léché, le choix du noir et blanc, le décor, la mise en abîme aussi avec Jérémy Alberti qui regarde c'est l'aventure de Il peut venir, Madame Jérémy, il est Lear. là. Oui, il y a un Jérémy, tu troisième peux venir. micro, c'est pour toi. Hein. Alors, là, il a plu, mais il avait une belle moustache pendant le film, vous avez vu. Et un chat. Le chat, il est en Balagne. Malheureusement, il est un peu loin. Il n'a pas voulu venir. C'est une star, hein, capricieuse. Roger, oui. Pourquoi Astaire, j'ai compris, mais pour Fred Astaire, j'imagine. Non, Roger Astaire, c'est le nom du chat, ça, on l'a pas choisi. Ah bon, le chat s'appelle vraiment comme ça. Donc ça, pour le coup, on l'a pas. D'accord. Ouais. Ça tombe bien, c'est des références cinéphiliques, encore une fois. Mais non, c'est le chat, s'appelle comme ça. C'est sa maîtresse qui lui a donné ce nom. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si... Ah, mais je ne sais pas si Marion... oui, écoutez. On va peut-être voir d'autres références que je ne savais pas. J'avais beaucoup aimé le premier film et j'y avais trouvé une élégance de la mise en scène et une recherche des éclairages et autres que j'ai retrouvé là, sur un sujet plus personnel, moins, dirons-nous, tendance. Mais c'est ça que j'apprécie parce qu'en fin de compte, tu t'en sors très bien au niveau musical, au niveau des acteurs qui sont superbes.
Oui, les actrices. Non, justement, je t'avais fait quelques remarques sur Laetitia dans Les Exilés. Marie-Ange. Voilà. Ouais, la petite sœur, ouais. Là c'est mieux. Voilà. Mais bon, mais c'était une séquence. Alors que là, elles sont parfaites. Et en même temps, bon, je veux dire, c'est un film très élégant. Merci beaucoup. Oui. Alors, Oui. Ouais. Enfin, voilà. Yves Agostini, pour la petite histoire, ce qui l'a rendu vraiment, ce qui a rendu ce projet encore plus logique à mes yeux, c'est que Yves a un père qui était un grand chef opérateur du cinéma français. Il avait fait des très grands films dans les années 40-50. C'est un des plus grands chefs opérateurs de l'époque, vraiment de l'après-guerre. Vraiment pas le plus grand. Et c'était considéré comme un des plus grands chefs opérateurs du noir et blanc à l'époque, donc vraiment des années 40-50. Et Yves Agostini, par contre, n'avait jamais éclairé un film en noir et blanc. Donc c'était son premier film en noir et blanc. Et il m'a dit, ça tombe bien parce que voilà, ton projet, ton cinéma me plaît, c'est très sympa comme lecture. Et puis en même temps, je pense que je vais me donner vraiment à 1000% parce que ça sera la première fois que j'éclaire un film en noir et blanc et je voudrais vraiment rendre hommage à mon père. Donc il a fait un éclairage à la Agostini, vraiment. Et on a utilisé des vieux projecteurs des années 50, des crémaires, des choses qu'on n'utilise plus d'ailleurs. Quand on est allé chez le loueur pour prendre ces éclairages-là, ils nous ont dit « mais vous allez en faire quoi? Ça sert à rien. » En fait, non, on va éclairer un film avec. Ils n'en revenaient pas. Et voilà, on a fait un film en noir et blanc. En tout cas, Yves était très content d'éclairer un film en noir et blanc aussi. Donc c'est vraiment un travail pour lui de référence et de filiation. Donc, parce qu'il y a vraiment une patte quand ils sont autour du piano et qu'elle est éclairée. Oui, il a fait des choses assez osées. Hein. Ouais, sans contrôle. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça au niveau éclairage. Il a fait un très gros travail, même sur la couleur, hein, mais le noir et blanc en particulier. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé le clin d'œil. Enfin, je sais pas, je pense que c'était voulu. Dans la première scène en couleur, la petite fille porte un t-shirt de La Belle et la Bête. Tout à fait. Nouvelle version. Et juste avant, on voit l'affiche. Ça, c'est bien. Hein, on voit qu'il y a des regards précis. Voilà, enfin, ça m'a beaucoup amusé. Ouais. La Belle et la Bête, ça fait partie des références qui m'ont vu grandir en cinéphilie. Petit, La Belle et la Bête de Disney, parce que je l'ai découvert avant La Belle et la Bête de Cocteau. Et Cocteau, à l'adolescence, qui a été un grand choc de cinéma pour moi. Justement, en termes de noir et blanc, en termes d'idées visuelles, de fantastique, de merveilleux. Voilà, un immense film. Et du coup, il y a un peu une mise en miroir des deux, à travers la petite fille, et qui est un peu avec son grand-père. En tout cas, je me retrouve un peu dans cette cinéphilie-là. Voilà. En tout cas, bravo. Je trouve effectivement, je rejoins Jean-Pierre sur l'élégance. Et je trouvais que Les Exilés était un film déjà très abouti d'un point de vue cinématographique. Là, je suis épaté. Et voilà, il y a des scènes qui sont magnifiques. Le montage alterné entre la machine à écrire et le piano, voilà, bravo. Merci beaucoup. La musique a été une étape très importante dans l'élaboration du film. On l'a composée avant le tournage, parce qu'il fallait vraiment, je voulais vraiment qu'elle soit le métronome du tournage, donc on l'a lancée sur le plateau, et elle me servait vraiment à minuter, à seconder même mes plans, pour que vraiment au montage, on ait le moins de soucis possible en termes de raccord. Et donc on a créé la sonatine, on l'a créée donc 3, 4, même 6 mois avant le tournage. Et après, on la lançait. Donc Yves Agostini avait une oreillette, le machiniste aussi, l'acteur aussi, pour vraiment qu'on puisse commencer le plan à telle seconde de la sonatine, l'arrêter à tel endroit. Donc c'est un travail très minutieux pour faire justement que tout soit raccord, que tous les plans soient fluides voilà. Et ça, c'est un travail de Frédéric Poggi, qui a été aussi le compositeur des Exilés. Et donc, voilà. Du coup, Il n'est pas là. Il était là tout à l'heure. Alors c'est dommage parce qu'en plus il est là. C'est un ami qui s'appelle Laurent de Paep, qui est un très bon photographe et qui a fait un travail magnifique là-dessus. Ça aussi, on a fait donc un shooting 1 mois ou 2 avant le tournage avec George Assinicorn, qui est l'actrice qui joue Beatrice. Et là, on a beaucoup travaillé sur comment on éclairait les Paris Match, les Life Magazine de l'époque, selon les décennies. Oui, il y a aussi les cahiers cinéma période jaune, hein, les fameuses couvertures jaunes. Donc on a essayé de travailler un peu selon les époques, selon les décennies. Donc Laurent a fait un très gros travail dessus. Dommage, hein, il est dans les parages, mais il n'est pas là, je ne le vois pas. Mais ouais, c'est lui, et il est de Balagne. Et on a beaucoup de talent. Hein, donc tous les gens là, vous parlez aussi du son du film. Le son, il a été fait par des jeunes Bastiais aussi, qui sont très talentueux. Comme quoi, on a beaucoup de talent
ici, chez nous, qui travaillent à l'année sur leur île. Et ça, je le répète tout le temps parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et ce sont des techniciens qui sont voilà, passionnés et talentueux. Enfin, je présume que c'est une coquetterie. Dans le générique, la police du film, elle a été choisie par toi Oui. et tu as pensé à quelque chose là. La police alors, du titre du film ou la police du générique de fin? La police du générique. Du générique de fin? Du générique en général. Parce que le générique de fin, c'est une police que je vais trouver dans un film d'Otto Preminger, qui me plaisait bien et que je vais récupérer. Non, parce que Yves Agostini n'a pas participé au générique. Non. Non, parce que, petite remarque cinéphilique, la police répond au film que Philippe Agostini a filmé pendant l'occupation avec Claude Autant-Lara. Et dans tous les films de Claude Autant-Lara, on a cette même police. D'accord. Bon. Je lui dirai, je pense que... Oui, je le connais. À chaque fois, je me fais toujours tout petit parce que je suis de nature à être très, très bavard quand je parle de film. Et avec Jean-Pierre, là, je me tais et j'écoute parce que... Non, mais le film est vraiment, à tout point de vue, une sorte de perfection. Hein. Merci beaucoup. Et donc, ça me touche. Je ne sais pas, le public corse l'a bien accepté? Le public corse? Oui. Je crois, oui. On a eu de très bons retours. On a eu de très bons retours. Il est passé un peu partout maintenant, à Bastia, Ajaccio, en Balagne, voilà. Mais à Paris aussi, Paris a eu d'excellents retours à Paris aussi. Donc, le film vit bien. Voilà. Évidemment, c'est pas le même impact ou la même portée que Les Exilés. Le sujet n'est pas le même. Et puis, voilà, comme vous avez dit, c'est un autre sujet qui est peut-être plus restreint. Mais en tout cas, les gens en sortent toujours, j'ai l'impression, assez ravis, je crois. Bravo. Les acteurs et les trucs aussi est très bien. Je veux dire que entre Napoléon et le groom et le room service, il y a de petits rôles sympas. Justement, quel rôle avez-vous joué? Alors, brief, on attend la réponse. Je crois que c'est là, courant février, les réponses des sélections. Après, c'est toujours très aléatoire, hein, les festivals, vous savez, même en sélection. Je me refuse à toute contrainte en termes de durée. Il y a cette règle que je n'ai pas encore compris, pourtant... Je vis dans le cinéma depuis maintenant, c'est ma 12e année en tant que professionnel, et j'ai jamais compris pourquoi on minutait comme ça autant les films de manière aussi limite dictatoriale presque, parce que voilà, un court-métrage c'est jusqu'à une demi-heure, hein, si on suit la classification du CNC, un court-métrage c'est jusqu'à une demi-heure, un moyen-métrage c'est entre 31 minutes et 59 minutes, et un long-métrage c'est plus d'une heure. Alors pourquoi à Cannes on prend des films de 4 heures, et pourquoi à Clermont on prend pas des films de plus de 30 minutes? C'est assez étrange parfois, il y a des... Bon. Je n'arrive pas à comprendre, mais bon, après, c'est des normes. Il faut s'y tenir, malheureusement. Mais moi, je ne m'y tiens pas trop. Ouais. Et puis, le film, il vit quand même, quoi qu'il en soit, il vit. Hein. En festival ou en dehors, il vit. Une question à notre ami qui aime les chats. Mais en plus, il aime vraiment les chats, hein, il va vous le dire. Ouais. Non, mais quelle idée avez-vous donné à votre personnage avec ce petit sourire avec votre petit sourire en coin et votre moustache en pointe, est-ce qu'il y a de votre part la volonté de représenter quelque chose ou de sous-entendre quelque chose? Est-ce qu'il y a un mystère de plus? Oui, il y a un mystère de plus, mais je ne l'ai pas totalement non plus découvert, ce mystère. Mais c'est Renato qui m'a donné des directions. Il fallait qu'il soit quelque part un petit peu, oui, je sais pas comment dire, le gardien du temple ou oui, qui tient un peu la porte de ces deux mondes. Enfin, et il y avait quoi comme référence? Il y avait un peu une forme de Jiminy Cricket ou une forme de Après, en termes de groom, il y avait, tu m'avais parlé de Michael Caine un peu dans. Oui, il y a ce personnage récurrent qu'on voit dans Batman. Même le majordome Alfred dans Batman, moi, c'est quelque chose
petit qui m'a toujours fasciné, ce personnage qui est toujours un peu omniscient malgré tout, malgré son statut de majordome. Et oui, Jiminy Cricket, on en a parlé aussi, il fallait qu'il soit un personnage entre deux mondes, un peu un passeur, un gardien du temple, il a très bien dit, quelqu'un qui sait déjà tout, qui a toujours un coup d'avance sur tout le monde et qui malgré son côté un peu nonchalant et un peu évasif, il sait tout. Voilà. Et en même temps un peu loufoque, un peu... Ah oui, après il est légèrement excentrique. Il aime les chats et il aime les vieux films. Le chat en sait plus que le maître. Mais absolument. Peut-être aussi. Absolument. On a voulu à chaque fois, vous avez compris qu'il y avait quand même pas mal de personnages, chacun avait son mystère à porter. Et puis voilà, après même dans la narration, l'inversion donc noir et blanc de la couleur, etc., on essaie de penser comme ça à faire un film à double tiroir, à triple tiroir, à brouiller un peu les pistes. Oui, mais ce qui est assez drôle, c'est que par exemple, le dialogue avec le chat, il n'était pas écrit. Enfin, il était pas... Non, ça c'est une improvisation. C'est On aussi peut le sur dire, le tournage c'est une improvisation, on l'a gardé. Des choses qui se révélaient un peu comme ça. Il a noué une belle relation avec ce chat et on l'a gardé au tournage, on l'a gardé au montage et voilà. Oui. Oui, et puis la convention classique de mettre du noir et blanc pour le passé et de la couleur pour le présent, elle a souvent été cassée au cinéma, je ne suis pas le premier à le faire, loin de là. Moi, il y a un film que j'adore qui s'appelle Bonjour Tristesse de Otto Preminger. Le début du film est en couleur, et après, la suite est noir et blanc, et c'est justement le début, c'est le passé, et après il y a le... Voilà, c'est inversé. Enfin, le début est au noir et blanc, et c'est le présent, et après il y a le passé en couleur dans Bonjour Tristesse. Donc on a un peu fait la même chose. Là, les personnages au présent de la narration, ils sont vraiment dans une forme soit de doute ou de tristesse ou de mélancolie permanente et pesante et prégnante comme ça. Alors que quand on bascule dans la couleur, c'est toujours des souvenirs plus tendres, plus joyeux, plus positifs. Donc voilà, on a plutôt joué sur cette distinction-là. Et donc c'est un combat, tout le film est un combat entre la couleur et le noir et blanc, un combat entre l'ombre et la lumière, et qui va remporter comme ça la victoire de l'image. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc j'ai du mal. Après, encore une fois, c'est vraiment là pour le coup, c'est très subjectif. Je vois beaucoup de courts-métrages, beaucoup de longs-métrages aussi, mais quand même, je m'intéresse aux courts-métrages vu qu'actuellement, je suis à ce stade-là. Et c'est souvent, j'ai l'impression de voir un peu les mêmes films, la même façon de filmer, des caméras à l'épaule, des thématiques très sociales. Alors, c'est souvent très bien fait, très intéressant. Mais parfois, j'ai l'impression qu'on pourrait mettre n'importe quel cinéaste à la place, ça donnerait presque le même film en termes de style, vraiment, en termes de forme, vraiment de pure forme. Hein. Donc moi j'aime bien tenter des choses qui ressemblent plus au cinéma que j'aime, au cinéma que j'ai envie de faire, quelque chose de plus formaliste peut-être, mais en tout cas j'essaie de créer des choses qui parlent plus pour moi en termes de cinéma. Et j'apporte beaucoup d'importance à la forme et je trouve qu'au XXIe siècle, avec les caméras légères, les téléphones portables, les caméras portées, les caméras à l'épaule, on aboutit, surtout en France, à un côté naturaliste très poussé. Et on en oublie finalement qu'il y a aussi du style et qu'on peut un peu rechercher d'autres formes plus intemporelles, mais qui fonctionnent. Et voilà, donc parfois j'ai l'impression qu'on fait un peu trop de cinéma calqué. Voilà, il n'y a plus assez d'invention parfois. En tout cas, c'est mon ressenti quand je vois des courts-métrages en festival ou ailleurs. Ouais. Purement personnel. Hein. Voilà, là, en gros, j'avais envie, donc, à travers. C'est pour ça que, quelque part, Les Exilés et Béatrice, je les ai presque conçus, alors c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais quand même un peu comme un diptyque. C'était un peu les deux choses qui m'ont fait grandir, la Corse et le cinéma. Donc là, maintenant que j'ai un peu montré ça en image, je peux montrer quelque chose d'autre dans un format plus long. Et donc, oui, je suis en écriture de mon premier long métrage, et là, j'ai fini il y a quelques jours un premier traitement, comme on dit. Donc ça va avancer, j'espère le plus vite possible, même si le long métrage c'est encore une autre cour, une autre façon de faire, et c'est très dur de trouver sa place dans le long métrage, surtout aujourd'hui où il y a quand même beaucoup de films qui se font. Donc on va se battre comme on a toujours fait, et puis on verra bien. Hein. Ce sera un film très différent, je pense, de ce que j'ai pu faire en format court. Puis on verra bien.
Ça, c'est pas un choix. Pour moi, c'est une évidence, toujours. Moi, quand je fais un film, là, bizarrement, c'est quelque chose, je sais, le film que j'ai écrit là, il se passe entre Paris et la Corse, mais je sais d'ores et déjà que l'équipe, elle sera, si je peux, et si j'en ai les moyens et la possibilité, elle sera composée majoritairement de Corse. Ça, c'est quelque chose, pour moi, qui est une évidence, parce que au-delà du côté peut-être un peu militant dans l'idée, c'est surtout une idée. Ils sont juste très, très, très forts et ils sont talentueux et je vois pas pourquoi je me passerais d'eux. Ils sont là, ils sont ici, ils sont présents. Donc, on se connaît, on s'apprécie, donc on va travailler ensemble, on va continuer. Voilà. Est-ce qu'on se retrouve dans un petit moment pour présenter La Tuccia? Je suis là, il n'y a pas de souci. Merci encore d'être venu en tout cas. Merci beaucoup d'avoir bravé les éléments et le temps maussade de Corse actuellement pour venir. Merci beaucoup.